Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque de me permettre de présenter ici une partie de mes recherches de thèse. Je vais vous présenter un monument qui est assez atypique puisqu'il s'agit de la tour d'une cathédrale, en l'occurrence une flèche, et pas n'importe quelle flèche, l'une des rares flèches du XIIIe siècle à être parvenue jusqu'à nous, donc la flèche de la cathédrale de Senlis. La construction a été bâtie entre 1230 et 1240. Comme vous le voyez sur le soubassement constitué par la façade occidentale de la cathédrale de Senlis. Et la structure vraiment ingénieuse de cette flèche lui a permis vraiment de résister à l'épreuve du temps. Et je vais vous présenter aussi les techniques numériques qui ont été utilisées afin d'appréhender ce monument, parce qu'on comprend bien qu'une flèche, c'est un monument par définition peu accessible. Et justement, la technologie du scanner laser 3D permet de l'avoir sous ses moindres détails, ou en tout cas dans les parties scannées précisément, parce que forcément, plus on s'éloigne et plus la précision du scan diminue. Je vais vous présenter également une étude du comportement mécanique de la flèche qui a pu être réalisée toujours en collaboration avec l'Université de technologie de Compiègne, afin de mieux comprendre la résistance de la construction aux différentes sollicitations. Voilà. Alors, je vous présente rapidement la technique de la numérisation 3D qui a déjà été expliquée par M. Daubéré hier. Vous voyez ici l'ensemble des stations qui ont été réalisées, 43 stations au total. Alors, il a fallu qu'on fasse des stations donc, tout autour de la cathédrale pour vraiment saisir la flèche dans sa globalité. Évidemment, ces scans-là servent avant tout à être recoupés avec les autres, donc on va chercher une qualité qui est moindre. Par contre, quand on est par exemple sur la tour nord, donc juste en face de la flèche, là on va forcément augmenter la qualité du scan pour avoir une précision sur les maçonneries et également aussi à l'intérieur de la flèche. C'est une flèche qui a l'avantage aussi d'être vraiment bien accessible. Je vais vous montrer, donc il y a 2 niveaux de circulation, 2 étages, et ça a permis aussi vraiment au scan d'être assez complet. Et alors évidemment, le scanner laser ne remplace en rien l'œil humain. Les réflexions sur la mise en œuvre et sur l'archéologie se font vraiment à partir de notre expérience propre, mais disons que ça va permettre de découper la structure dans son ensemble, et c'est vraiment intéressant pour mieux la visualiser et mieux comprendre aussi sa configuration. Alors je vous présente tout d'abord le monument. Vous voyez ici donc, la cathédrale de Senlis. Donc cette flèche qui surmonte la tour sud, qui est constituée d'un octogone de 14 mètres, qui est cantonné par des pinacles évidés, sauf au sud-est, où vous avez une tourelle d'escalier qui va justement permettre de conduire du rez-de-chaussée de l'octogone jusqu'à l'étage des lucarnes. Et cet étage de lucarne, il s'illustre notamment par cette grande pyramide, vous voyez, largement évidée par les lucarnes et par plein de petites ouvertures géométriques. Alors c'est vrai que quand on voit cette flèche pour la première fois, on est assez dérouté, on est obligé d'en faire le tour plusieurs fois pour bien saisir son agencement, et on est souvent dérouté aussi par les effets optiques de sa géométrie. Et pour cause, c'est une architecture qui est faite pour être vue, c'est une architecture de représentation, et ça montre aussi les ambitions d'un évêque qui était soucieux de marquer son empreinte sur le paysage. Vraiment, quand vous vous rendez à Senlis, vous voyez cette construction qui domine à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Vraiment, c'est une structure qui domine le paysage, et d'autant que le paradoxe, c'est que la cathédrale de Senlis, c'est la plus petite cathédrale du nord de la France. Elle fait environ 80 mètres. Pour vous donner un ordre de grandeur, Notre-Dame de Paris fait environ 130 mètres. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes rapports de proportion. Et pourtant, l'évêque a réussi à bâtir une flèche quand même assez exceptionnelle. Alors, je vais vous montrer maintenant les renforcements qui ont été nécessaires pour construire cette flèche, puisque ça a vraiment constitué un défi pour les bâtisseurs. Donc là, vous avez une coupe de la tour du XIIe siècle, sur laquelle la flèche a été posée.
Il a fallu tout d'abord mettre des petites voûtes au niveau de l'étage qui précède le beffroi, qui était détruite certainement pour le déplacement des cloches. Et ces voûtes, on peut penser qu'elles ont pu limiter les déformations engendrées justement par la cage vide de la tour. Et c'est des voûtes vraiment relativement bien épaisses. Et vous avez aussi au niveau supérieur donc, les fameuses trompes qui permettent de faire la transition entre la base carrée et l'étage octogonal. Alors, on peut se dire que finalement ces modifications sont assez légères vu la taille de la structure, mais on remarque aussi que la tour sud est plus épaisse que la tour nord. Il y a à peu près 30 cm supplémentaires. Alors est-ce que ça veut dire qu'au XIIe siècle on prévoyait déjà une flèche ? La question mérite d'être posée, même si on constate sur de nombreuses façades que les deux tours peuvent présenter des différences de largeur qui ne supposent pas forcément qu'on ait envisagé une superstructure. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres flèches du XIIIe siècle, par exemple l'abbatiale Saint-Étienne de Caen ou l'abbatiale de Saint-Denis, qui avaient aussi des véritables blocs façades comme à Senlis, et on voit que les aménagements ne sont pas forcément extraordinaires. Donc vraiment, l'ambition des architectes a vraiment pu être confortée par l'épaisseur de ces massifs. Alors voilà maintenant l'intérieur de cette flèche. Vous voyez que ça contraste vraiment avec l'extérieur, où on a vraiment un octogone massif. C'est dû principalement à la nudité de ces parois. Vous avez seulement les archivoltes un peu qui introduisent un rythme plastique, mais disons que c'est vrai que ça contraste quand même avec l'intérieur de la flèche qui est largement évité, qui permet au vent de circuler, et ça sert évidemment à ça, à éviter la prise au vent et à éviter la pression qui est exercée sur les maçonneries extérieures. Il faut faire rentrer le vent au maximum. Et l'architecte Anatole de Baudot suggérait d'ailleurs que cette circulation du vent permet d'assécher les parois. Ça évite la stagnation des eaux de pluie et du coup d'éventer en permanence la flèche de cette façon. Alors, vous constatez aussi que sur le plan, les parois sont vraiment morcelées. Ça montre cet évidement, mais également qu'il y a un dédoublement de ces parois. Il y a un dédoublement que vous arrivez à deviner ici, qui fait à peu près 6 mètres de haut au niveau de l'octogone et qui va se poursuivre à l'étage supérieur. Alors pour voir cet évidement, rien de mieux que les scans justement qui vont permettre de faire une coupe au sein de la structure. Alors là vous constatez donc le fameux passage du rez-de-chaussée et le dédoublement des parois qui s'interrompt avec une maçonnerie pleine, et à l'étage des lucarnes, donc cette double paroi qui va se rétrécir jusqu'à former une paroi unique de 30 cm d'épaisseur qui va constituer le reste de la pyramide. Alors, il ne faut pas tenir compte des couleurs qui aident à visualiser le scan. Ça sert vraiment simplement à voir toute l'élévation de la flèche. Alors oui, avant d'en venir aux lucarnes, c'est vrai qu'il faut également réfléchir à ce dédoublement des parois, qui est ingénieux à bien des égards, parce que non seulement il permet un passage au rez-de-chaussée de l'octogone et au niveau des lucarnes, mais il a permis aussi de réduire considérablement le volume des maçonneries, réduire le coût de montage des matériaux, mais surtout réduire le poids de la flèche. C'est quand même une structure assez légère pour le socle qui la supporte. Et vous voyez ici donc l'ingéniosité des bâtisseurs qui ont voulu conforter la base de la pyramide par cette double paroi jusqu'à ce qu'il y ait une paroi vraiment très légère qui lui succède afin de ne pas trop peser sur les substructures. Et on va s'intéresser maintenant à ce système, une sorte de linteaux de pierres rectangulaires qui vont étrésillonner le rétrécissement entre les deux parois et vraiment accompagner cette réduction des maçonneries. C'est une technologie tout à fait intéressante. Vous voyez ici donc, ces deux blocs qui font 60 cm de long pour la première rangée et 30 cm pour la deuxième, et donc qui vont accompagner ce rétrécissement.
Alors je trouve intéressant de comparer justement ce rétrécissement des parois à d'autres flèches, parce qu'il ne faut pas penser que c'est un cas unique à la flèche de Senlis. C'est également le cas, par exemple, pour la tour sud de l'abbatiale Saint-Étienne de Caen, donc, qui est construite et imprécisément datée, mais entre le milieu du XIIIe siècle et la seconde moitié du XIIIe siècle. Et vous voyez ici qu'il se passe la même chose. Donc on va avoir une réduction des maçonneries, vraiment par palier. On a longtemps pensé que la réduction de la maçonnerie des flèches était finalement linéaire, alors que, enfin, en tout cas pour le XIIIe siècle, c'est vraiment des paliers successifs. Et on voit la même chose qu'à Senlis. Donc vous avez la paroi intérieure de la flèche, donc, qui continue indépendamment de la flèche en elle-même à l'extérieur. Vous avez vraiment une dissociation entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça permet de renforcer la pyramide en toute discrétion, sans nuire aux effets optiques extérieurs, mais vraiment de consolider la structure à l'intérieur. Et vous voyez, à Senlis, c'est la même chose. Jusqu'à la partie supérieure des lucarnes, on a la paroi qui reste droite, alors que la pyramide a déjà commencé. Alors je vous montre quelques coupes faites au scanner laser qui permettent de mieux comprendre la géométrie de la structure. Donc vous voyez ici donc, ces fameuses doubles parois avec une paroi de 30 cm à l'extérieur, de 45 cm d'épaisseur à l'intérieur, et entre les deux, un passage de 60 cm de large. Et donc ces deux parois qui vont petit à petit s'élégir au niveau des lucarnes. Et vous voyez aussi les pinacles d'angle qui masquent en réalité une ouverture. Le pinacle est vraiment un simulacre parce qu'il sert évidemment à un effet de transition visuelle, mais ça permet aussi de cacher les ouvertures. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'octogone paraît vraiment massif, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors voilà maintenant une vue du dessus. Donc vous voyez ici les trois pinacles ajourés. Et ici la tourelle d'escalier sud-est dont l'accès a été modifié au XVIe siècle. On verra, c'est intéressant parce que ça a modifié la structure originelle et ça invite à se poser la question quelle est la configuration de cet accès originel. Et vous voyez de la même façon donc cette double paroi. Et alors enfin une coupe de la pyramide. Alors là c'est vraiment intéressant parce qu'on voit l'épaisseur de cette pyramide, donc seulement 30 cm d'épaisseur. Et vous voyez donc les arrêtiers garnis de pinacles donc, qui reprennent la forme octogonale. Et on voit aussi le fait des lucarnes largement évidées, qui semble évidemment avant tout avoir un but esthétique, mais encore une fois, il dissimule un éventement permanent du clocher. Alors, cette double paroi a également un avantage, c'est celle de renfermer un accès. Alors ici, vous avez un modèle 3D qui a été réalisé plus à des fins didactiques, mais c'est vraiment une réalisation 3D qui s'appuie sur la géométrie de la flèche, y compris au niveau des trous de boulin. Et ça nous aidera plus tard pour mieux saisir la logique de la mise en œuvre de la flèche et de son échafaudement. Et donc sur ce modèle 3D qu'on a pu couper, vous voyez bien la vis de l'escalier, de la tourelle, qui, je le rappelle, a été donc refaite au XVIe siècle. Et donc le passage au niveau des lucarnes, mais donc forcément cet escalier est obligé d'enjamber la baie axiale de l'octogone. Donc bon, on n'est pas très fier quand on se situe à ce niveau-là parce qu'on voit vraiment le vide. Donc ça enjambe vraiment la baie axiale de l'octogone. Et on prévoyait un escalier symétrique parce que vous avez un autre départ d'escalier qui va vers l'est, mais peut-être que les constructeurs ne l'ont pas envisagé parce que ça pouvait alourdir la construction. Et donc un escalier est suffisant. Et donc vous voyez, ça relie vraiment les deux niveaux. Et cette double paroi vraiment a aussi cette fonction, et ça se réalise vraiment
de façon naturelle. C'est vraiment une construction extrêmement bien pensée. Alors, l'inclinaison de la pyramide est également intéressante à prendre en compte parce qu'elle va déterminer la surface offerte au vent et par conséquent la force d'action de ce dernier. Et vous voyez ici, alors je ne sais pas si ça se voit vraiment sur la photo, mais vous avez une inclinaison qui démarre de la base de la pyramide de 83 degrés et vous avez un changement au niveau des dernières ouvertures. Vous voyez qu'il y a un changement de pente. Et à partir de ce niveau, les arêtiers vont être inclinés, vont se rapprocher des 90 degrés sans les atteindre, puisque vous voyez 87 degrés maximum, et ça va vraiment tendre à se rapprocher de la verticale. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'était prévu? Est-ce que les concepteurs de la flèche avaient prévu ce changement d'inclinaison? À titre d'exemple, la flèche de Fribourg-en-Brisgau, qui date du début du XIVe siècle, il y a également un changement d'inclinaison d'environ 2 degrés. Et on pense que ça a été décidé en cours de construction pour des raisons esthétiques ou aussi pour des raisons statiques. On n'arrive pas trop bien à trancher. Et en tout cas, à Senlis, il semble que ça soit plutôt accidentel. Parce qu'on sait que le fait des flèches est évidemment constamment exposé à la foudre. Le paratonnerre a été mis ici en 1903. Donc c'est des parties d'édifices forcément qui sont constamment reprises. On sait aussi qu'en 1934, les assises ont été pas mal refaites. Donc il semblerait que ce soit plutôt accidentel ici, d'autant que le changement de pente est quand même assez brutal. Alors, je vais m'intéresser maintenant au comportement de la structure. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, dans cet exemple de la tourelle d'escalier et des pinacles, c'est de voir comment l'analyse du comportement mécanique va accompagner les hypothèses des historiens de l'art. Parce que c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur la stabilité des pinacles, sur leur utilité, sur cette tourelle d'escalier. Et sans véritablement trancher, disons que ça va quand même accompagner la réflexion de manière vraiment intéressante. Alors cette tourelle d'escalier, vous voyez, donc elle poursuit l'escalier du XIIe siècle. Donc la cage a été entièrement refaite au XVIe siècle et vous voyez qu'il y a vraiment le raccord entre les maçonneries est vraiment assez frustre, que c'est peut-être un souci d'économie, ou en tout cas, c'est vraiment pas heureux. Et vous voyez ici donc l'édicule du XIIIe siècle avec une pyramide pleine. Donc ça se raccorde vraiment maladroitement et vous avez aussi une sorte de raccommodage ici avec des écailles à la base. La question, c'est de savoir comment se comporte cette tourelle d'escalier et est-ce que cette disposition était la même au XIIIe siècle? Et l'analyse du comportement mécanique va nous aider à mieux comprendre ça. Donc ici, vous avez un deuxième modèle 3D qui a été entièrement maillé, donc constitué de petits tétraèdres, des petites pyramides, qui vont aider à réaliser ces calculs vraiment complexes. Et donc, ce modèle 3D suit vraiment la géométrie de la flèche, mais on va le dépouiller de tous les ornements qui ne participent pas directement à la rigidité de la structure. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de dire avant qu'il y a une analyse du poids propre qui a été réalisée. Donc, l'analyse du poids propre démontre qu'il y a un souci, il y a une sorte de déplacement au niveau de la tourelle d'escalier, que le déplacement, c'est un déplacement vraiment qui s'exprime en millimètres, mais que la flèche s'appuie vraiment, il y a une effet de basculement vraiment vers la tourelle d'escalier. Et pour renforcer cette conviction, mon camarade Julien, qui a réalisé l'étude mécanique, a voulu appliquer des forces de vent pour analyser les contraintes justement sur cette tourelle d'escalier. Et vous remarquez déjà au niveau de la base qu'on a une compression dans la partie, dans le côté opposé à l'application des charges du vent. Et en revanche, dans cette partie-là, on a beaucoup de traction dans les parties directement exposées. Et vous constatez notamment que l'une des colonnettes du pinacle sud-est
est complètement déformée et qu'elle atteint vraiment son seuil de traction à la limite de la rupture. Alors évidemment, c'est une force de vent qui est extrême, mais ça nous aide à mieux comprendre le comportement de la structure et ça nous invite à nous demander si finalement l'escalier du XIIIe siècle n'était pas plus léger, parce qu'on voit vraiment dans ces études que cette dissymétrie engendre des désordres. Et Dominique Vermand, lors de son étude de la flèche, avait émis une hypothèse selon laquelle la cage en fait, de la tourelle d'escalier était évidée, un peu à la manière des tours de la cathédrale de Laon. Vous avez ici une vue de la tour sud-ouest, donc une cage entièrement évidée qui réduit le poids de cet accès. Et cette étude montre, ou en tout cas, disons que ça accompagne la réflexion selon laquelle l'accès original était sans doute plus léger que cette tourelle qui vraiment appuie sur la structure actuelle. Alors, je vais enfin m'intéresser au cas des pinacles évidés. Alors, c'est aussi un sujet intéressant parce qu'on se pose toujours la question de la fonction de ces pinacles. Pour le cas des arcs-boutants, on a souvent dit qu'ils exerçaient par leur charge, ils servaient à mettre d'aplomb les structures sous-jacentes, à assurer une meilleure stabilité. Et vous voyez ici les pinacles évidés de la flèche de Senlis qui répondent directement à la deuxième ouverture de l'octogone, donc qui servent à la masquer. Vous avez donc une circulation du vent qui est permise, mais vous voyez aussi la grande fragilité de ces arrêtiers, qui ont d'ailleurs dû renforcer par des éléments métalliques. Et on se rend compte, dans l'étude donc, des contraintes face au poids propre, qu'il y a un très grand... que ces pinacles évidés travaillent principalement en traction. Ce qui peut s'expliquer par leur position, parce que vous avez ici le fleuron donc, qui termine ces pinacles, et ici l'entablement des édicules. Et du coup, en fait, la masse de l'entablement est beaucoup plus importante que celle des arrêtiers, donc ça engendre une traction très importante. Et on peut se demander si finalement la fonction de ces pinacles n'est pas avant tout décorative. Alors on pourrait imaginer que ça assure une meilleure rigidité aux substructures, mais tout de même, on voit qu'ils ont vraiment avant tout un rôle visuel. On voit que l'arrêtier ici accompagne le regard vers la pyramide. Quand vous arrivez à Senlis de loin, justement, ou quand vous êtes à contre-jour de la flèche, vous voyez à quel point ça a été médité selon des impératifs visuels. Et l'étude du comportement mécanique semble valider qu'il n'y a pas vraiment une fonction de rigidifier la structure. Donc, la flèche de la cathédrale de Senlis est un témoin exceptionnel des avancées techniques de l'architecture de la première moitié du XIIIe siècle. Il est difficile de définir le degré de connaissance de ses concepteurs, et le degré de connaissance de ces concepteurs dans l'équilibre des forces, c'est de savoir jusqu'à quel point ces connaissances ont présidé à l'élaboration de la structure. Et l'étude approfondie de la mise en œuvre de la flèche et de son échafaudement permettra de mieux saisir les enjeux qui ont été imposés aux bâtisseurs. Cependant, il semble que le plus grand enjeu soit celui du temps. Le cas de la reconstruction de la tourelle d'escalier nous montre que ça a provoqué une instabilité. Et il y a également un deuxième exemple que je n'ai pas eu le temps d'évoquer ici. C'est en 1833, vous avez la pile sud du soubassement du XIIe siècle qui a été minée par les intempéries, ce qui a provoqué un basculement de la flèche. La flèche était complètement inclinée et ça a vraiment inquiété les architectes et la ville. Enfin, on a vraiment des lettres très très alarmistes et du coup ça montre aussi que la flèche est vraiment tributaire de son soubassement. Il est cependant nécessaire d'écarter un jugement qui serait trop alarmiste sur l'état de la structure, puisque l'analyse du comportement mécanique a montré que la flèche était capable de résister à des vents assez extrêmes. Et on peut vraiment dire que finalement la plus belle prouesse de ces concepteurs, ça a été de faire perdurer cette structure dans le temps.
Je vous remercie.